Économie de Max sur i24 News, merci d'être au rendez-vous. Au sommaire aujourd'hui, c'est vers la place Maïdan à Kiev que convergent depuis plusieurs jours les yeux du monde entier. Pourquoi l'Ukraine est-elle aujourd'hui au cœur d'enjeux qui visiblement la dépassent? Kiev semble se tourner vers l'ouest, mais à quel prix ce rapprochement avec l'Europe? Nous poserons la question à Alexandre Kateb. Et puis comment évolue l'économie syrienne en arrière-plan d'une guerre civile interminable? Les indicateurs sont au rouge. Pour enrayer la spirale du désespoir, des commerçants de la capitale viennent d'ouvrir, vous le verrez, un nouveau marché avec l'objectif d'atténuer les ravages de l'inflation. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Avant d'y revenir, un coup d'œil sur l'actualité économique internationale. Et d'abord, beaucoup de questions ces jours-ci autour du yuan, la monnaie chinoise, autour de sa valeur. La semaine dernière, elle a connu sa plus forte baisse hebdomadaire face au dollar en 2 ans et demi, moins 0,82%. 6 jours consécutifs de repli qui font suite à la nouvelle dégradation de l'activité dans le secteur manufacturier. Pourtant, on le sait, en 8 ans, la valeur du yuan a augmenté d'un tiers face au dollar. Du coup, certains experts estiment que nous assistons à une stabilisation du taux de change. Pékin pourrait tenter de freiner l'appréciation de sa monnaie, d'une part pour protéger ses exportations et puis pour contrer la spéculation autour du yuan. L'Europe avec les chiffres définitifs de la croissance allemande pour l'ensemble de l'année 2013, plus 0,4%. Et c'est aussi le chiffre du 4e trimestre. L'Allemagne qui profite une fois de plus de la vigueur de son commerce extérieur. Les exportations ont progressé nettement plus que les importations au cours des derniers mois de l'année. De quoi inverser la tendance d'un déclin relatif du commerce extérieur au profit de la consommation des ménages et des entreprises. En parallèle, les dépenses publiques ont stagné en fin d'année, tout comme la consommation privée en léger recul. L'investissement, en revanche, s'est repris plus 1,4% au 4e trimestre. Et à propos de croissance, Bruxelles a relevé ses prévisions concernant la France à plus 1% pour 2014, soit un dixième de point de plus que les prévisions du gouvernement. Et on fait cap maintenant vers le Sénégal, un pays souvent érigé comme un modèle de démocratie en Afrique, un pays bien décidé à relancer son économie. Le président Macky Sall est à Paris, au siège de la Banque mondiale, pour y rencontrer, vous le voyez, des bailleurs de fonds et des investisseurs internationaux. L'enjeu était de taille, lever entre 4 et 5 milliards d'euros pour financer la reprise. Paris gagné, Dakar a obtenu 5 milliards et demi d'euros pour sa stratégie nationale de développement. Alors le plan doit permettre au pays d'atteindre une croissance d'au moins 7% dans 4 ans, contre 4,6 aujourd'hui. Le président sénégalais voit dans la confiance de ses prêteurs une preuve de crédibilité pour son gouvernement. La seule journée d'aujourd'hui a permis d'enregistrer des engagements très importants de l'ordre de 3 729 milliards comme engagements nouveaux, compte non tenu des engagements déjà en cours pour plus de 2056 milliards. Soit au total, un engagement de l'ordre de 5 785 milliards. Voilà des chiffres annoncés en francs CFA. Près de la moitié de ces fonds seront consacrés aux infrastructures, à l'éducation, l'agriculture, l'énergie et d'autres secteurs de développement. Et puis des nouvelles du MWC, la grande messe à Barcelone de la téléphonie mobile. Samsung a enfin dévoilé son nouveau Galaxy S5 hier. C'est lui qui est censé devenir le porte-étendard du fabricant sud-coréen. A signalé également une montre connectée à écran incurvé. La journée a été marquée aussi par l'intervention du patron de Facebook, Mark Zuckerberg, qui est revenu sur le débat autour de l'acquisition par son groupe de WhatsApp. Pour lui, cette application vaut largement les 19 milliards de dollars que son entreprise a déboursés. Je pense en fait que WhatsApp vaut plus que 19 milliards de dollars. C'est difficile de s'en rendre compte aujourd'hui car ils ont encore peu de recettes en comparaison avec ce chiffre. Mais la réalité est qu'il y a très peu de services qui atteignent 1 milliard de personnes dans le monde. Donc ils sont tous extrêmement précieux, même si je peux me tromper. Il se peut que ça devienne le seul service qui arrive à 1 milliard de personnes sans devenir profitable. Mais je ne pense pas. Et direction Kiev pour notre premier dossier. Qui mettra la main à la poche pour sauver l'Ukraine d'une faillite programmée? L'euphorie du départ du président Yanukovych cède la place aux inquiétudes et aux réalités. Le pays réclame une aide de 35 milliards de dollars. On va en parler avec Alexandre Kateb, mais voyons tout d'abord dans quel état se trouve aujourd'hui l'économie ukrainienne. Tout indique qu'il y a urgence, comme nous l'explique Anthony Lesme. Les barricades n'ont pas encore quitté la place Maïdan. Signe que l'Ukraine n'a pas encore remporté toutes les batailles. Si le président pro-russe Yanukovych a bien été chassé du pouvoir, l'économie ukrainienne ne s'est pas encore défaite de l'emprise de Moscou. Kiev dépend entièrement de la Russie pour son approvisionnement en gaz
Et les 15 milliards de dollars d'aide promis par Vladimir Poutine fin décembre devaient soulager un pays surendetté et proche du défaut de paiement. Mais le Kremlin a suspendu la semaine dernière le versement d'une tranche de 2 milliards de cette aide. L'Europe espère toutefois trouver un terrain d'entente avec Moscou. Nous sommes en discussion constante avec la Russie et il est très important de préserver nos échanges, en particulier s'il existe un ensemble de mesures économiques. Il sera important que la Russie ne fasse rien pour saper ces différentes mesures et que l'on travaille en coopération et en soutien les uns des autres. En Ukraine, tous les indicateurs sont au rouge et le pays demande une aide mondiale de 35 milliards de dollars. La Banque centrale a épuisé une partie de ses réserves, tombée à 18 milliards de dollars, l'équivalent de seulement 2 mois d'importation. Le déficit budgétaire dépasse 7% du PIB et la monnaie locale, la hryvnia, a chuté de 9% en un mois. D'où l'inquiétude d'une prochaine inflation à 2 chiffres, une situation qui inquiète le nouveau président par intérim. La mission du nouveau gouvernement est d'empêcher l'Ukraine de s'enfoncer dans un abîme. Il faut stabiliser le taux de change, garantir la distribution en temps et en heure des salaires, des retraites et des aides sociales. Il faut le retour de la confiance des investisseurs, aider au développement de l'entreprise et créer des emplois. Une autre priorité est de revenir dans le processus de l'intégration européenne, la lutte pour laquelle Maïdan a commencé. Bruxelles assure qu'une aide immédiate de 610 millions d'euros peut être accordée à l'Ukraine, en attendant que les différents pays de l'Union discutent de financements supplémentaires. Le FMI, de son côté, a assuré pouvoir venir en aide à Kiev. Si les autorités ukrainiennes demandent l'aide du FMI, que ce soit des conseils stratégiques ou un soutien financier accompagné de discussions sur des réformes économiques, évidemment, nous sommes prêts à le faire. Rompre avec un système corrompu et clientéliste reste le défi majeur d'un pays où les milieux économiques et politiques sont interconnectés. Un défi raté en 2004 lors de la Révolution orange, mais un nouvel espoir, très mesuré, est né 10 ans plus tard. Voilà, 10 ans écoulés depuis la Révolution orange. Alors on l'a compris, l'Ukraine est au cœur d'une lutte d'influence politique et économique en Europe de l'Est entre Moscou et Bruxelles. Chacun lorgne sur un marché de 45 millions d'habitants. Alors pour en parler, nous rejoignons Alexandre Kateb en liaison depuis Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous dirigez Compétences Finance, un cabinet de conseil et d'analyse économique, géopolitique et financière. Alors cette question d'abord, une Europe elle-même en crise qui viendrait au secours d'une Ukraine en crise. Quels intérêts économiques poursuit Bruxelles à travers ce bras de fer finalement avec Moscou? Et il y en a des intérêts. Je crois que l'intérêt que poursuit Bruxelles, c'est vraiment ce qui a été évoqué dans le reportage, c'est-à-dire cette lutte d'influence pour le contrôle de ce pays qui est véritablement pivot entre l'Europe et la zone, disons, soviétique ou post-soviétique. Et effectivement, il y a à l'occasion de cette nouvelle révolution une opportunité pour l'Europe de consolider davantage ses liens avec le pays, d'essayer de l'éloigner de la Russie. Mais fondamentalement, je crois qu'il y a vraiment une erreur d'analyse à Bruxelles sur ce dossier. Et je ne crois pas que ce soit la bonne politique d'essayer à tout prix d'arracher l'Ukraine à la Russie. Et pourquoi vous le pensez ? Parce que quand on regarde un petit peu aussi bien les liens historiques que économiques, l'économie ukrainienne est très intégrée à la Russie. Ça a été évoqué pour l'énergie, puisque Kiev importe quasiment les 3/4 de son énergie depuis la Russie, à un prix subventionné d'ailleurs, qui coûte à la Russie à peu près 7 milliards de dollars par an. Mais en plus, quand on regarde tout le tissu industriel, toutes les exportations industrielles de l'Ukraine sont tournées vers son voisin à l'Est. Et les grandes entreprises russes sont très présentes en Ukraine et détiennent des parts importantes dans les entreprises ukrainiennes. Donc c'est pas quelque chose qui peut se faire comme ça du jour au lendemain, un désengagement de la Russie de ce pays. On l'imagine. Alors malgré tout, c'est l'Union européenne et le FMI qui semblent quand même aujourd'hui tenir la corde pour devenir les soutiens du nouveau pouvoir à Kiev. On a quand même du mal à croire que la Russie a dit son dernier mot. Votre avis, comment Moscou peut s'y prendre ?
Tout à fait. Je pense que la Russie n'a pas dit son dernier mot. La Russie, si vous regardez, c'est le seul pays qui a vraiment aujourd'hui les moyens de soutenir l'Ukraine. Malgré tout ce qu'on dit à Bruxelles, l'aide qui va être accordée, elle ne sera pas de l'ordre de 30 milliards, elle sera peut-être de l'ordre de 3 ou 4 milliards. Donc il faut vraiment remettre les choses en perspective. Et même le FMI, qui a été très échaudé par le gouvernement précédent, parce que le problème c'était que le FMI demandait à ce gouvernement de supprimer toutes les subventions à l'énergie accordées à la population, ce qui est une mesure très antisociale, très impopulaire. Et je ne pense pas que le gouvernement actuel ou nouveau, dans un contexte d'instabilité, va appliquer cette réforme. Donc il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles de la part du FMI. Donc quand on regarde tout ça, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il reste la Russie. C'est le seul pays qui a les ressources déjà au niveau énergétique pour continuer à accorder des largesses à l'Ukraine à ce niveau et à soutenir à bout de bras cette économie ukrainienne. Merci. Et puis, avec le programme de 15 milliards qui a été annoncé, c'est le seul concret qu'on a vu jusqu'à présent. Merci beaucoup Alexandre Kateb pour toutes ces explications. On est oublié de s'en tenir là. On aura compris beaucoup de points d'interrogation autour de cette situation en Ukraine. Et on s'intéresse maintenant au sort de la Syrie. Que reste-t-il de l'économie syrienne après 3 ans d'un conflit dramatique ? Alors parmi les maigres données disponibles, l'inflation qui est estimée entre 120 et 200%. Alors pour tenter de ramener un peu d'optimisme, pour soutenir l'activité, eh bien un nouveau marché a ouvert ses portes dans la capitale, Damas. Chacun peut y ouvrir gratuitement un stand. Une manière de montrer que la vie continue malgré tout. Explication Johanna Citruc. Une salle des fêtes reconvertie en bazar. Des vêtements, du maquillage, de la nourriture ou encore de l'électronique. Ce marché en plein cœur de Damas propose une grande diversité de produits. L'idée vient de 3 commerçants dont les affaires ont souffert du conflit armé en Syrie. L'idée de créer un bazar est venue de l'état actuel dans lequel le pays est plongé. De nombreuses entreprises ont dû fermer et les associations arrêter leur travail. Alors tous ces gens ont commencé à trouver d'autres activités. Nous sommes donc entrés en contact avec ces personnes pour voir si elles étaient prêtes à organiser à nos côtés un marché où des gens pourraient vendre et acheter plus facilement. L'avantage pour les commerçants de ce bazar, c'est qu'ils peuvent installer leur stand gratuitement. Des charges qui ne seront donc a priori pas répercutées dans le prix. Des produits moins chers pour compenser le manque de contrôle de l'inflation par le gouvernement. Il y a beaucoup d'offres qui attirent les clients. De cette façon, nous pouvons tous nous entraider. Après tout, c'est le but recherché, aider et être aidé. Pour certains habitants de Damas, au cœur du conflit, ce bazar est donc une véritable bouffée d'air frais. Fin 2012, l'inflation était estimée autour de 120% et certains experts pensent qu'elle a dépassé la barre des 200% en 2013. Une tendance qui va s'amplifiant. Et on va passer au Media Watch. La revue de presse. Alors en Europe, toujours plus de sans-abri, toujours plus de mal logés. Et pourtant, le nombre de logements vacants est impressionnant. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour. Alors 11,7 millions de logements vacants en Europe, ça fait beaucoup. Oui, il y aurait donc plus de 11 millions de logements inoccupés en Europe selon une enquête du quotidien britannique The Guardian. 11 millions pour seulement 4,5 millions de sans-abri. Autrement dit, moins de la moitié de ces appartements vacants seraient nécessaires pour reloger tous les SDF de France. Presque 3 fois plus de logements vides que de SDF en Europe. Exactement. Et avec 3,4 millions d'habitations inoccupées, la grande gagnante, c'est l'Espagne, ensuite la France et sur la 3e marche du podium, c'est l'Italie. Gagnant entre guillemets. C'est un phénomène qui s'explique, Johanna ? Alors oui, principalement à cause du boom immobilier juste avant la crise de 2007-2008. Les prix ont augmenté, le nombre de constructions aussi, mais les propriétaires n'étaient pas assez nombreux et ne pouvaient pas acheter tous ces logements. Alors autre chose, Johanna, les JO de Sochi, c'est fini et c'est l'heure des comptes pour les pays. Il faut récompenser les médaillés. Effectivement, chaque sportif médaillé, chaque sportif sur le podium aura le droit à une prime. Mais selon Bloomberg, les montants ne sont pas tous les mêmes selon les pays. Et contre toute attente, c'est le Kazakhstan le plus généreux. Il offre $250 000 à tous ceux qui montent sur la première
première marche du podium. Mais cette année, malheureusement, aucun Kazakh n'a décroché l'or. Et à l'opposé, certains pays n'offrent rien, aucune prime, notamment la Croatie, la Suisse et le Royaume-Uni. Un peu radin. Et la France dans tout ça? Alors la France est en 9e position et offre un peu moins de 68 000 $, c'est-à-dire 50 000 € pour chaque première place décrochée. Et cette année, avec 4 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 7 médailles de bronze, le pays devra débourser 410 000 € pour ses sportifs olympiques, 410 000 € sur une enveloppe initiale d'1 million d'euros. Le gouvernement a donc tenu son budget. Alors autre info, Johanna, assez surprenante, le pape François vient de créer un ministère de l'économie au Vatican. Exactement, un secrétariat pour l'économie pour superviser, coordonner la gestion du Vatican. Il sera dirigé par un cardinal australien, George Pell, et plus précisément, le rôle de ce nouveau ministère sera de mettre en œuvre les directives formulées par un conseil pour l'économie, conseil qui sera composé de 8 évêques ou cardinaux et aussi de 7 experts économiques laïcs de différentes nationalités. Et l'objectif est évidemment d'apporter plus de transparence sur l'économie du Vatican pour éviter les problèmes ou les scandales qu'il y a eu ces dernières années, notamment on pense au Vatilix en 2012. Une bonne initiative en tout cas, merci Johanna et à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Vous découvrirez les secrets du monde de la finance avec le rôle grandissant de l'informatique dans les transactions. Restez avec nous, l'information continue.